c'est pas évident. Ah non, non, non. Quand on n'a jamais... Oh non. Pour la deuxième année consécutive, à l'approche de Noël, l'enchantement survient. Le voyage extraordinaire que vous vous apprêtez à vivre est rendu possible grâce à la participation bénévole de quelques 900 volontaires à l'œuvre depuis 3 mois. Cette vaste aventure humaine n'existerait pas sans le soutien de son public. Si la magie opère ce soir, c'est donc bien grâce à vous et aux milliers de spectateurs qui, cette année encore, nous honorent de leur confiance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les 900 volontaires du Grand Réveillon vous remercient du fond du cœur, vous souhaitent un joyeux Noël et un bon spectacle. Ouais, non, je ne pas du tout mes collègues. Bien, bah, oui. Ce soir-là n'était pas un soir comme tous les autres. C'était la veille de Noël au château de Chaulnes, la nuit, mystérieuse entre toutes, au soir d'un siècle passé et à l'aube d'un nouveau. C'était il y a un peu plus de 120 ans, je crois, une époque où l'on traversait l'Atlantique en paquebot géant, le ciel en dirigeable et l'Europe à bord des wagons de l'Orient Express, enfin, pour ceux qui en avaient les moyens. C'était bientôt la fin de la vapeur, le début du moteur à explosion, de l'aspirine, des photographies en couleur, du soutien-gorge et du fer à friser. Les frères Lumière inventaient le cinéma et Renoir, lui, réinventait la peinture. Louis Quint d'Anvers, comte et banquier de son état, avait fait l'acquisition du château de Champs qu'il avait entièrement rénové. Ce soir, la famille allait réveillonner pour la première fois au château. Le majordome avait fait dresser à la demande de madame le plus beau sapin qui soit. On préparait l'exposition universelle de 1900 et Eugène Aubert, lui, venait d'installer au château le premier téléphone intérieur. Le Porsche? Oui, monsieur Atman. Bien, monsieur. Monsieur, et Frucy? Une grosse canne, dites-vous? Je la ferai porter par un commis. Ouvrez les portes!
non, mesdames et messieurs. Vous aussi, vous êtes attendus à l'office. Descendez l'escalier, remontez le tunnel de service, bienvenue à Chambre. Surveillez vos bains, monsieur. J'ai repéré 2-3 villages qui me sont familiers. Il y a des feux d'apprendre dans le coin. Tout à fait. Oui, oui. Vous avez vu, monsieur le comte, il y a la police qui est là. Heureusement, parce qu'il y a des voleurs de bouteilles, des voleurs de solides. Ah là là. Ça vous paraît correct pour un réveillon? Prenez ça, s'il vous plaît. Prenez ça. Alors, Georges, Alors, voyez ces demoiselles-là. Très très bien, je vous remercie. Bon, ben voilà, le lever est parti en cuisine. Un petit peu quand même. allez-y, allez-y. Excusez-moi. Voilà, très bien. Adélaïde, c'est comment en cuisine? Ah, bah, la chandelle. Voilà. Chandelle gros de verre. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quelle chance vous avez. Madame la comte, elle s'est fait préparer un sapin. Ah oui. Alors, je ne devrais pas le dire, mais je l'ai aperçu très très rapidement. C'est la première année. Il paraît que c'est une tradition qui vient d'Allemagne. Je vais chercher les carottes pour la cuisine. Dépêchons, dépêchons. Je me suis fait toute petite. Bientôt, on vous apprendra à lire. On va nous apprendre à lire. Non, bah oui, apparemment. Qui va nous apprendre à lire? Il y a un monsieur là-bas. Eh ben, je ne sais pas son nom. Le manteau, il a un bouton en moins. Ah, un bouton en moins, mince. Qui est-ce qui va nous apprendre à lire? Ah non, chapeau, sans chapeau. Allez, vite, 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 laissez pas refroidir. Et en plus, le spectacle a déjà commencé. Madame Djerkelek est commencé. Bonsoir. Mais enfin, mesdemoiselles, c'est un office ici, même couronne. Que faites-vous? Hop. Oui, monsieur Georges. Bonsoir, monsieur, vous seriez-vous égaré? Non, je viens de faire livrer à l'entrée de service une caisse qui contient un cadeau très précieux pour mademoiselle Irène. S'il vous plaît de la faire monter sitôt arrivée, madame la comtesse t'attend avec impatience. Certainement, monsieur, des instructions seront données en ce sens. Parfait. Mais qui est-ce là? Cela ne vous regarde pas. Apprenez, ma fille, que la discrétion est une vertu silencieuse. Madame. Monsieur Fichel? Oui, monsieur Fichel. Monsieur Fichel. C'est monsieur Frissy, un ami de madame. Une grande fortune. Un homme qui s'attache aux femmes qui se détachent. Un collectionneur à Paris très réputé, à ce qu'on dit. Où je pose ça? Apposez ça à la Jacob de Montras. Mais qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est une boîte partie. Je suis pas sûre très bien que c'est une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La discrétion est Une une vertu vertu silencieuse. Allez, ouvre. Les vertus ne devraient pas. Madame, vous celui-là n'a pas de discrétion, pas de curiosité. Oui, non, tu ne devrais pas. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Hellman, vite, referme ça. Que faut-il refermer? La soupière, pour que le potage ne refroidisse pas naturellement. Naturellement. Allez, à table et ne l'envinons pas. Tout va comme vous voulez, monsieur Altman. Oui, oui, nous avons réceptionné toute la bagagerie, tout le personnel des hôtes de monsieur le comte et de madame. La cuisine est en train et nous avons une petite demi-heure. Vous pouvez vous asseoir. Armance, avez-vous vu Armance? Armance, mais Armance, que faites-vous donc? Je vous ai autorisé à aller boire un verre d'eau et non remonter le nid. Pardon, madame. Allez, les pâtes brisées ne vont pas se dérouler comme ça, je vous le garantis. Madame qui regardait que tout est au mieux en cuisine. Quelle question, monsieur Altman. À 40 minutes du dîner, avec 2 commis malades et les chapeaux livrés en retard, alors permettez-moi de vous dire, je ne peux pas faire de miracle. Faites au mieux, madame. Eh ben voilà, faites au mieux. Faites au mieux. Les cuisines doivent toujours faire au mieux. Faites au mieux, faites au mieux. Monsieur Altman, je ne sers pas là-haut ce soir, n'est-ce pas? Non, ce soir non. À ce propos, Georges et Alfred serviront avec moi les liqueurs. C'est la veille de Noël et demain, nous devrions avoir un peu plus de temps pour dîner. Ce soir, restons à notre tâche. Il y a beaucoup de personnes importantes là-haut et monsieur le comte attend de nous que le service soit exemplaire.
Demain matin, je veux les feux allumés pour 6 heures. 6 heures? Je veux les bonnes et les petits valets à leur office dès 5 heures. Et soyez ponctuels. Mais monsieur, c'est Noël. Précisément. Et si cela ne vous convient pas, vous pouvez donner vos 8 jours. Et parce que c'est Noël, Madame Brosson-Meyer a demandé à Madame Kergadec de nous préparer un pudding. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Juste ciel, Monsieur Robert, que faites-vous ici? Échappé, on est venu chercher un cadeau de Noël. Allons les enfants, le cadeau de Mademoiselle Irène est bien là, dans cette grande caisse en bois. Mais il ne doit pas être déballé avant Noël. Et surtout pas ici à l'office. Imaginez, madame, votre mère. Mais c'est Irène a toujours les cadeaux qui manquent une moitié qui va encore cadeau dans une grande caisse en bois. Une portable, c'est une salle pour la garder et des canons pour la défendre. Monsieur Robert, venez le voir. Il y a peut-être ici un grand soldat pour vous, si vous avez été sage, bien sûr. Bien sûr que j'étais sage, madame Brosson-Meyer. Ah, je n'en doute pas. Mais il faudra l'être encore un peu et remonter bien vite à l'étage avec ce casse-noisette qui me vient de mon pauvre pays d'Alsace et dont vous prendrez grand soin, bien sûr. Un casse-noisette, mais c'était même pas un soldat, il n'a même pas d'épée. Oh, ne vous fiez pas aux apparences, c'est la veille de Noël, les enfants. Je ne vois pas ce que ça change. Robert, tu ne sais décidément pas te tenir. De toutes les nuits de l'année, celle-ci est la plus mystérieuse. Ce soir, chaque chose devient merveille. Vous n'avez qu'à regarder le sapin, tout blanc ce matin et tout doré ce soir. Moi, je ne vois pas comment ce soldat bien laid deviendrait merveille. D'ailleurs, il ne casse même pas les noisettes si bien que ça. Il faut avoir Noël dans votre cœur. Si vous n'avez pas Noël dans votre cœur, ne vous attendez pas à le trouver au pied du sapin, jeune homme. Et vous apprendrez que le bonheur nous échappe souvent, faute d'y croire. Moi, je crois au mystère de Noël. Et puisque Robert ne le trouve pas à ce niveau, je vous assure que je prendrai grand soin du casse-noisette, madame Brosson-Meyer. Robert, what are you doing? I'm looking for you everywhere. It's to the plate. So sorry, c'est la So sorry. So sorry. Bien, go, go, monsieur le sol. Qu'est-ce qu'elle a dit? So sorry. C'est nos cloches de Noël. Juste si elles n'auront pas eu de répit. Ceux qui sont de service à leur office, s'il vous plaît. Mais moi j'avais Messieurs, faim, mesdames. là, et vous, on compte sur vous demain matin à 5h30. Mademoiselle, mademoiselle. Ah non, c'est bien. Les bonnes et les petits valets. J'ai une petite mission à vous confier. Il y a des gens qui attendent derrière là. Faut-il les gars, ils seront de ce soir, la table est déjà assez chargée. Les coups doivent pas à 11h. Bienvenue chez ce soir, mesdames. S'il y a plus de bruyant qui va. Enfin, ces serviettes ne sont pas repassées comme il faudrait. Vérifiez-les toutes de grâce. Et je ne le répéterai pas, les coups doivent pas à 11h. C'est celui qui fait vraiment. Ce soir, nous commencerons par un château Étienne 1848. Pour le gibier, nous accompagnerons de Romané Conti 58. Monsieur Hassan. Monsieur Georges! Monsieur Georges! Enfin, Roland, que faites-vous là? Je suis désolée, monsieur Georges, mais il semble qu'une certaine dame très riche et sa femme de chambre se soit égarée du côté des quartiers du personnel. Bien quoi, Roland, envoyez-les au perron d'honneur et filez avant qu'on vous voie ici. Mais je suis désolée, monsieur, mais c'est qu'ils n'ont bien voulu entendre. Bah, les voici en chemin. Eh bien, bon. Et finiront par trouver leur chemin par les communs. Ce qui vaut mieux qu'on vous voit, vous,
dans ce salon, dans Paris tenu. Je vais voir cela avec Georges. Ah, monsieur Georges, vous tombez bien. Je viens d'apprendre que le marquis de Torre-Alfina serait en retard. Nous allons adapter le compta, madame. Non, cela ne sera pas nécessaire. Monsieur Charles Foussy doit probablement se joindre à nous ce soir. D'ailleurs, il doit livrer un grand colis. Vous ne l'avez pas vu? Non, madame. C'est curieux, il m'a dit qu'il passerait par l'office. Qui ça, le colis? Non, Georges, pas le colis, enfin. Monsieur Foussy. D'ailleurs, nous pourrions peut-être l'installer non loin de moi. Si prend la place du marquis, sera la droite de madame Bourmet. Ah non, certainement pas. Non. Donc, nous allons l'installer à côté de la comtesse Douairière, ma belle-mère. Il sera ravi. Bien, madame. Ah, madame. Monsieur Foussy. J'ai bien cru ne jamais vous retrouver dans le dédale de votre nouvelle demeure. Et quelle demeure! Je n'y ai fort heureusement pas croisé votre minotaure. Monsieur Foussy, vous êtes ici pour nous livrer le cadeau de notre fille Irène. Oui, il est ici, madame la comtesse. Mais j'ai surtout trouvé quelque chose pour vous, Louise. J'ai fait hier l'acquisition de nouveaux coffrets en laque dorée du Japon, chez Sichel, et des Netsuke, Louise. Des Netsuke? Mais combien? Beaucoup. Oh, vous êtes fou, Charles. Une femme endormie et la lune. Ce n'est pas sérieux, Charles. Yobaremi, o Shirotsuki ga, Meni o Kabu. Tombant dans le crépuscule, la lune se lève dans ses yeux. Mais enfin, Roland, et que faites-vous là? Et Foussy, que faites-vous là? Excuse, madame la comtesse. Je peux tout vous expliquer. Mais enfin, ma parole, Georges, vous écoutez aux portes. À peine. Expliquez-vous, Georges. J'aimerais bien entendre cela. Mais oui, expliquez-vous que fait Roland caché derrière le rideau. Et monsieur Foussy dans la salle à manger? Nos invités arrivent. J'ignorais que certains passaient par les communs. Certaines, a priori. Ça ira. Parent de Fonmec, mes hommages. Je vous en prie. Oh, j'ai déjà très cher. Ah, mais quel plaisir de vous accueillir. Vous arrivez à point nommé. Avez-vous fait bon repas? En tout point parfait. Mes hommages, madame. Laissez-moi vous présenter monsieur Charles Foussy, que sa réputation de collectionneur et de critique d'art possède à Paris. Monsieur Foussy de dessin. Parfaitement, baronne. Ah, mais oui, c'est vrai, vous êtes compatriote. Où avais-je la tête? On se le demande. Continuez, Georges. Madame Folmec est elle-même une bienfaitrice des arts. Et elle soutient depuis fort longtemps un célèbre compositeur russe, Piotr Ilyich Tchaïkovski. Ah oui, Tchaïkovski. J'ai entendu parler de son lac des signes. Sans doute saurez-vous nous dire sur quoi travaille le maestro en ce moment. Justement, je cherche un sujet pour un nouveau ballet, une histoire féerique, un soir de Noël. Mais je crois qu'il piétine un peu. Où madame souhaite-t-elle que je dépose ici? Très bien, voulez-vous l'installer dans le fumoir, s'il vous plaît? Bien, madame. Mais de quoi s'agit-il, Louise? Mais enfin, cher ami, il s'agit du cadeau pour notre fille Irène que monsieur Foussy vient de nous dire. Vous n'avez pas eu froid aux yeux, ma chère, enfin, nous verrons bien. Zola écrit On croirait voir du Rubens éclairé par le soleil ardent de Velasquez. Ne piquons pas l'été. Ainsi, vous connaissez donc bien monsieur Tchaïkovski. Oui, pas exactement. Nous entretenons de longue date une relation purement épistolaire. Ah. Non, mais comment cela, épistolaire? Donc vous n'avez jamais rencontré votre protégé? Non, jamais. Mais nous nous écrivons toutes les semaines. Formidable. Passons au salon, je vous prie, mes amis. Et bien, monsieur Foussy, que voulez-vous? Bien, en ce moment, je me suis versé dans cette très parisienne de Monsieur le comte, la princesse d'Ambert. Entrez, cher Monsieur le comte, ici, Bonsoir, monsieur chers amis. Arnaud. Venez vous joindre à nous. Nous attendons Madame la suite des réjouissances. Rothschild. Bonsoir. Madame la presse. Bonsoir. Les enfants. Bonsoir. Les enfants, on en reconnaît certains, c'est clair. Oui, c'est clair.
Comment se passe la soirée? Mais cette pièce que nous avons fait passer. Alors, j'ai cru entendre qu'il s'agissait d'un portrait de Mademoiselle Irène peint par Renoir. Renoir, quelle idée! Renoir, ici, au milieu des toiles. Que tout, c'est d'ailleurs du coup qui a signé. C'est ce qui convient. Madame la comtesse est entichée, monsieur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on voit avec sa sauce. Juste pour vous saluer comme ça. C'est trop gentil, c'est une chasse. Mais Manet comme Renoir, ça va tout faire les signes, achetons les toits, et devant les signes, comme vous avez. C'est fou furieux. Les salons officiels plusieurs fois d'ailleurs. Ces fous furieux se font appeler les révoltés. Les révoltés, pensez donc. Les révoltés. S'il vous plaît, chers amis, les amis, si vous pouviez, juste un petit mot de la part de Louise et de moi-même. Chers amis, merci à chacun d'entre vous d'être venus ce soir réveillonner avec nous à Chambre. Personne ici n'échappe, je suppose, à la grande tradition des cadeaux de Noël, surtout pas nous, messieurs. Et nous avons souhaité partager avec vous cette grande tradition familiale. Et parmi les cadeaux que nos chers enfants recevront demain pour Noël, notre fille Irène aura la joie de trouver son portrait peint par Auguste Renoir. Il vient tout juste de nous être livré par Monsieur Faucy. Nous ne l'avons pas encore vu et il nous a paru agréable de le découvrir avec vous. Bah oui, quel honneur. Quel honneur. Enfin, cher ami, dans le fumoir. Alors, passons au fumoir, chers amis. Ah oui, je vois ça. Votre dernière? Oui, Attends, Marie, tu n'as pas été surprise. Je n'ai pas eu ce privilège. Les fameux Miachel de Coïba. De Cuba. Faites attention, jeune homme, à cette... Je n'ai pas de mots. Je sais que ça fait de la lumière, on nous a dit que c'était important, mais je préfère largement mes lustres de Murano. Mais donc, il paraît qu'il faut les garder, donc nous les gardons. Dernière pièce où nous nous retrouvons ensemble. Admirez cette magnifique toile. Enfin, Louis, ne faites pas l'enfant de grand. Les enfants, fermez les yeux, je vous conseille. Allons. Alors, Louise, allons-nous enfin découvrir cette toile? Oui, Louise. Chers amis, le moment est venu. Célestine, voulez-vous? On ne reconnaît pas la petite Irène? Oui. Oh non, non, c'est pas elle. Allons, les amis, c'est vif, c'est fin, c'est léger, c'est ravissant. Non, Renoir a su saisir beaucoup de choses. Il traduit là, avec délicatesse, la rêverie mélancolique d'une jeune fille. Tout ce qui nous demeure inaccessible du monde intérieur d'une enfant. Alors, monsieur, dites-le, c'est flou. Mais oui, c'est flou. Pas du tout. Renoir peint ce qu'on ne voit pas, ce que l'on ne voit plus, et ce que sûrement très cher vous n'avez jamais vu. Oh, pour ce qui est du jamais vu, nous sommes d'accord, Charles. Oui, monsieur. Oui, Charles,
C'est une drôle d'impression. Oui, Tout de même. regardez. Mais oui, Charles, il n'y a pas de ligne. Les couleurs rendent le sujet flou. Impressionnisme foutaise. Il faut y voir là une nouvelle façon de comprendre la nature. La nature, parents, la beauté inachevée dans les regards. Oh, voyons, mais non, voyons. D'aucuns affirment que les impressionnistes se distinguent des autres peintres en ce qu'ils traitent le sujet pour ses tons et non le sujet lui-même. Mademoiselle Irène, Absolument pas, Madame le Roi. Le sujet, c'est l'enfance. Mes amis, nous avons réussi à ne pas nous emporter au compte à l'affaire Dreyfus. Ne nous fâchons pas, je suis d'accord avec vous. Ne vous en déplaise, Charles. Des goûts et des couleurs, monsieur Comte, ne discutons pas. Auriez-vous l'amabilité de la retourner à Renoir? Mais enfin, Louis, enfin, vous n'y pensez pas. Mais enfin, il s'agit d'une toile de Renoir, tout de même. Il ne saurait être question de la renvoyer au peintre, enfin. Mais que voulez-vous en faire, très cher? La mettre dans vos appartements, peut-être? J'en fais mon affaire, cher ami. Nous l'accrocherons dans les communs de la rue Bassano. Accrocher Irène dans les communs de la rue Bassano? Oui. Mais quelle idée, très chère. Oui. Enfin, si vous souhaitez l'imposer à nos gens. Oui. Mais pour moi, chers amis, une toile est comme une maison, elle permet à son acquéreur de s'inscrire dans la lignée de ses anciens propriétaires. Vous venez d'acquérir Champ. Précisément. Et pourquoi ce château plutôt qu'un autre? Mais pour son histoire, madame. Oh, lui est intarissable au sujet de l'histoire de son château. L'affaire Dreyfus nous rappelle à quel point la légitimité d'être là où nous sommes ce soir peut être discutée. Et parfois de façon fort violente. Non, mais de grâce, oui, pas ce soir. Non, pas ce soir, Louise. Mais s'inscrire dans une lignée prend plus que jamais ici tout son sens. Nous ne sommes pas là pour renier l'héritage de nos origines, mais pour l'agrandir, pour l'enrichir et surtout pour l'ancrer pour nos enfants dans ce pays dont l'histoire a façonné l'Europe. Faites donc revivre pour nous les fantômes de ce château. Pour vous, cher ami. J'adore les fantômes. C'est qu'il y en a. En 1757, le duc de la Vallière loua Champ à Madame d'Étiole, marquise de Pompadour, favorite de Louis XV. Oh, je vous en prie. Pas seulement belle, mais femme de savoir, aimant passionnément les arts, les lettres, les sciences et la philosophie. Si élégante, si jeune, le roi succombe. Fermez les yeux, chers amis. Louis. Imaginez. Vous aussi, Louise. Fermez les yeux. Imaginez la Pompadour tenir salon ici ce soir, en son château de Champ. Dans la pièce d'à côté, par exemple. N'entendez-vous pas la mélodie du clavecin? L'éclat des rires? Les propos savants de ses amis philosophes? Ce soir, elle boit son chocolat avec Denis Diderot, sous les yeux des Chinois pamparumés. Là, dans le salon d'à côté. Laissez-vous emporter et découvrez l'histoire de notre château de Champ au siècle dernier. Je vous en prie. Faites juste une dernière. Faites juste attention aux fantômes. Il y en a. Les enfants protégés peut-être leur vie de certaines choses. Et qui vous font Vous exagérez, ma chère. Pas du tout, ma chère. Depuis le courant du mal, elle se cache derrière les bosquets du parc. Derrière les bosquets? Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Jamais. Et derrière les fontaines le soir? Encore moins, voyons, madame. C'est étonnant tout de même. Oh, la pauvre, vraiment.
fontaines du parc de Versailles. Décale. Personne ne sait précisément comment toute cette eau arrive là avec une telle puissance. Hélas, ma chère, hélas, nous en sommes réduits là pour toutes les choses de ce monde. Je ne sais de quoi est composé le rouge que je mets sur mes joues, et l'on m'embarrasserait fort si l'on me demandait comment on fait les bas de soie dont je suis chaussée. Vous pourrez sous peu, mesdames, lire sur ces points l'encyclopédie à laquelle travaille Monsieur Diderot. Vous y trouverez bientôt la décision de toutes vos questions. Où est-il justement? Voyons, ma chère, cessez de faire l'innocente. Il doit parfaire son article sur la jouissance avec cette jeune demoiselle. Quand on parle du loup. De qui parliez-vous, mesdames? Du loup. Oh, de votre encyclopédie. Madame la marquise nous assurait que nous y trouverions la réponse à toutes nos questions. Madame d'Estrades évoquait à l'instant un article sur la jouissance. Sur la morale, oui. La morale, bien sûr. Mademoiselle Dambrune, y entend-elle quelque chose à la morale, Monsieur Diderot? Voyez-vous, j'essaie de faire entrer un peu de philosophie dans la tête de cette jeune demoiselle. Je vous connais trop, Monsieur Diderot, et vous concède que les jeunes femmes ont de la cervelle plein la poitrine. Mais parlons plutôt de votre encyclopédie. L'encyclopédie, tout y est, mesdames, tout y est. De la manière de faire une épingle jusqu'à celle de soigner un foie malade. De l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. De l'histoire du cacao ou de celle de vin de champagne que vous aimez tant, madame, jusqu'au gouvernement des peuples. Justement, parlez-moi de votre article sur le gouvernement des peuples. Moi qui espérais vous entretenir de vin de champagne, madame. Je suis sérieuse, monsieur. Le roi reste à convaincre, et je suis sans doute la mieux placée pour vous aider dans cette affaire. Soit. En somme, j'y dis qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Monsieur Diderot, vous ne pouvez écrire cela dans votre article. Le roi ne le tolérera jamais, et je ne saurais calmer son courroux sur ce point. Mais madame, n'ai-je pas raison? Là n'est pas la question. Alors, quelle est la question? La question est, voulez-vous être publié? Admettez du reste que Sa Majesté n'est pas un homme comme les autres. Au moins en ce qui concerne le gouvernement de ces peuples. Je ne blâme pas le roi, madame, mais l'absolutisme de son pouvoir. Aussi dis-je que le prince ne peut disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation. Et si par le plus grand des malheurs, entendons-nous, la famille régnante tout entière voulait pas s'éteindre, alors le sceptre et la couronne retourneraient à la nation. Bientôt, la langue savante des salons parisiens, si chère à la marquise de Pompadour, se mue en un cri vengeur qui déchire la nuit et gronde à travers le royaume. Par un jeu du sort qu'aucun n'aurait pu prédire alors, les Lumières avaient enfanté les ténèbres de la terreur. La raison cédait à la folie populaire et les idées des philosophes se consumaient en un élan fanatique. Ainsi, le sceptre et la couronne s'en retournèrent à la nation. Écartez-vous, citoyens. Un froid du 21 janvier 1793, Louis XVI, 66e roi de France, est guillotiné, place de la Révolution. Le roi est mort! Vive la Révolution! Citoyen Marbeuf, propriétaire du château de Champs, par ordre du comité de sûreté générale et après enquête du comité révolutionnaire, tu es mise aux arrêts pour conspiration contre la Révolution. Que me reproche-t-on, citoyen commissaire? Tu répondras de tes crimes devant le tribunal révolutionnaire. Là, citoyen. Henriette Françoise Michel, veuve de Jacques Auger, marquis de Marbeuf, natif de Nantes, demeurant à Champs, département de Seine-et-Marne. Tu es convaincu d'être auteur ou complice d'une conspiration contre la sûreté du peuple français, en dénaturant le produit d'un très grand nombre d'apports de terre, faisant semer de la misère le lieu de blé, affamant ainsi le peuple français et ses armées, suscitant des troubles dans la commune, désirant l'arrivée des Prussiens et des Autrichiens, pour lesquels tu conserves des provisions considérables dans ta maison de
Mais que vous arrive-t-il, ma fille? J'ai entendu que mon cadeau a été ouvert. Mais vous êtes la petite, sans doute, on vous reconnaît bien. Oh non, madame, je vous en prie, ne dites pas cela, ce n'est pas gentil. Mais pourquoi donc, petite fille? Tout le monde s'est bien moqué de moi quand on l'a ouvert. Une dame a dit que j'étais pas honnête. Père voulait me renvoyer et mère voulait m'accrocher dans les communs. Mais calmez-vous, cherchez là, jeune fille. Votre mère n'avait pas l'intention de vous accrocher dans les communs. Elle parlait de votre portrait qui n'est pas à son goût. Mon portrait? Vous étiez caché derrière le rideau, sans doute. Vous avez tout entendu, mais n'avez rien vu. Votre mère comptait vous offrir pour Noël votre portrait peint par Renoir. C'est la toile que Renoir a faite de vous que certains n'ont pas su apprécier. Pour ma part, je lui ai trouvé beaucoup de charme. Madame Drosselmeyer avait bien raison. Je n'aurais jamais dû chercher à connaître le cadeau avant l'heure. Je suis bien punie. Qui est Madame Drosselmeyer? Notre gouvernante. Pardon, madame. Je cherchais justement mademoiselle. Qui a un gros chagrin quant à son cadeau de Noël, que monsieur le comte voulait renvoyer et que madame la comtesse comptait accrocher dans les communs de l'hôtel de la rue Bassano. Voyez, je n'aurai aucun cadeau demain. Allons, mademoiselle, je suis sûre, comme chaque année, que vos parents ont prévu de bien vous gâter. Et n'avez-vous pas déjà eu un cadeau ce soir? Casse-noisette. C'est vrai, il ne paye pas de mine, votre petit casse-noisette. Mais il n'en est pas moins un peu magique. Magique casse-noisette. C'est la veille de Noël. La grande horloge sonnera bientôt minuit. Alors, quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit, sous le sapin providentiel, Casse-Noisette prend vie. Qu'est-ce que cela veut dire, madame Drosselmeyer? C'est la légende, mon enfant, la légende du Casse-Noisette, qui raconte que ce dernier prend vie au cœur de la nuit de Noël, à condition qu'il soit placé au pied du sapin avec amour. Ce soir, mais nous n'avons pas le droit de voir le sapin avant demain. Pas plus que vous n'aviez le droit de regarder le cadeau de madame votre mère ce soir. Mais c'est Noël. Regardez l'horloge. Dans quelques minutes, minuit sonnera. Il n'appartient qu'à vous d'être au pied du sapin avec Casse-Noisette. À votre place, jeune fille, je ne tarderai pas. Merci, merci, madame. Quelle histoire merveilleuse que celle de ce casse-noisette qui prend vie au pied du sapin le soir de Noël. C'est un conte de mon pays d'Alsace. Enfin, de mon grand-père plutôt. Un de mes amis serait ravi d'entendre la suite de cette histoire. Dans ce cas, madame, peut-être devriez-vous rejoindre mademoiselle Irène jusqu'au pied du sapin? Qui sait? C'est la veille de Noël après tout. Vous êtes madame Drosselmeyer? Oui, madame. Baronne Nadejda von Meck. Monsieur Tchaïkovski vous remercie, madame. Allons rejoindre Irène au pied du sapin. Je vous en prie, allons rejoindre Irène au pied du sapin. Allons vérifier si la magie de Noël a...
De même. Bonsoir. Bravo, merci beaucoup. Monsieur là. Je vous en prie. Vérifiez l'écartement des assiettes avec le bord de la table, 2 cm, pas plus. Bien, monsieur. Vérifiez l'élément des verres et retirez celui à Madère. Il est de trop ce soir et la table est déjà trop chargée. Bien, monsieur. Faites changer cette serviette, elle n'est pas repassée comme il le faudrait. Bien, monsieur. Le couteau à pain, à 11 heures, comme ceci. La salière de la comtesse Pototka est un peu en détresse. Vérifiez toutes, les mains de grâce, et demandez à Armand d'ajuster les fleurs. Bien, monsieur, je fais le nécessaire. Ce soir, nous commencerons par un château Yquem 1848. Pour l'ogivier, nous l'accompagnerons vers le Monsieur Alban verra pour le champagne. Oh, que se passe-t-il encore? Monsieur Georges! Oh, monsieur! Enfin, Roland, que faites-vous ici? Vous n'y pensez pas dans cette tenue? Je suis désolée, monsieur. Mais il semble qu'une certaine dame très riche et sa femme de chambre se soit égarée du côté du quartier du personnel. Eh bien, envoyez-les au perron de l'air et filez avant qu'on vous voie ici. Monsieur, ce qu'elles ne veulent rien entendre, les voici en chemin. Bien, trouvons leur chemin par les communs et finiront par arriver ici. Ce qui vaut mieux qu'on vous voie à vous dans ce salon dans pareille tenue. Certainement, très cher. Je vais marcher avec Georges. Ah, monsieur Georges, vous tombez bien. Je vais apprendre que le marquis de Tour et Alfina serait en retard. Nous pourrions abattre le plan là? Non, Georges, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Monsieur Efrussi va probablement se joindre à nous. Il doit livrer ce soir un grand colis. Vous ne l'avez pas vu? Non, madame, non. Il m'a dit que tu passerais par l'office. Qui ça, le colis? Mais non, Georges, le colis, voyons. Monsieur Efrussi. Nous pourrions l'installer dans moins de mois. S'il prend la place du marquis, il sera loin de Madame Beaubec. Ah, certainement pas. Non, non, non. Veuillez le placer à côté de la comtesse Plombière, Verrière. Il sera ravi. Bien, madame. Ah, madame. Monsieur Efrussi. J'ai bien cru ne jamais vous retrouver dans le dédale de votre nouvelle demeure. Et quelle demeure! Bien fort heureusement, je n'y ai pas croisé votre Minotaure. Monsieur Efrussi, vous m'apportez le cadeau de ma fille Irène. Oui, il est ici. Et j'ai surtout quelque chose pour vous, Louise. J'ai fait hier chez Sichel l'acquisition de nouveaux coffres en acte doré. Et les Netsuke. Des Netsuke? Combien? Oh, vous êtes fou, Charles. Une femme endormie et la lune. Il va servir le Charles. Yugule Nyochiru, Suki Gami Yukaru. Tombant au crépuscule, la lune se lance. Voilà! Mais que faites-vous là? Efrussi, que faites-vous là? Mais pardon, madame la comtesse, je peux tout vous expliquer. Ah bah moi, je vous ai couché la porte. À peine. Expliquez-vous, j'aimerais bien entendre ça. Oui, expliquez-vous, Georges. Que fait Roland? Tu l'as caché derrière le rideau? Et monsieur Efrussi dans la salle à manger. Ah, voilà nos invités qui arrivent. J'ignorais que certains passaient par les communs. Certains, visiblement, oui. Très grave, mec, plus dommage. Monsieur. Nadejda, très cher, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous arrivez à point nommé. Laissez-moi vous présenter monsieur Charles Efrussi. Que sa réputation de collectionneur et critique d'art passe à Paris. Efrussi d'Odessa. Parfaitement, pardon. Mais bien sûr, vous êtes compatriote, où avais-je la tête? On se le demande. Madame Freiberg est elle aussi une bienfaitrice des arts. Elle soutient depuis longtemps ce célèbre compositeur russe. Piotr Ilyich Tchaïkovski. Tchaïkovski, c'est formidable. J'ai entendu parler de son lac des signes. Vous allez pouvoir nous dire sur quoi travaille le maestro actuellement. Tiens justement l'idée pour un nouveau ballet. L'histoire féerique un soir de Noël. Mais je crois que cela piétine. C'est dommage. Souhaitez-vous, madame, que je dépose cette pièce? Ah, très bien. Elle ira au fumoir. Voulez-vous? De quoi s'agit-il? C'est simple, cher. Il s'agit du cadeau pour Irène, que monsieur Efrussi vient de nous livrer. Oui, le cadeau d'Irène. Mais l'avez-vous vu? Non, pas encore. Vous n'avez pas eu froid aux yeux, ma chère. Enfin, nous verrons bien. Zola a écrit « On dirait du Rubens éclairé par le soleil ardent de Velázquez ». J'ai fort heureusement lu autre chose de Zola, mais passons.
Je me demande quand même si nous devrions pas vérifier le contenu de cette caisse avant de le présenter à nos invités, sait-on jamais. Louise, c'est bien plus amusant ainsi. Ne piquons pas les dés. Ainsi, vous connaissez donc bien Monsieur Tchaïkovski? Pas exactement. Disons plutôt que nous entretenons de longue date une relation exclusivement épistolaire. Comment cela, épistolaire? Vous n'avez donc jamais rencontré votre protégé? Jamais, très cher. En revanche, nous écrivons chaque semaine. Formidable. Passons donc au salon, je vous prie. Que collectionnez-vous, monsieur Fuchs? Je suis actuellement versé dans cette mode très parisienne du japonisme. Les laques, les émaux cloisonnés, les faïences, les porcelaines, les bois sculptés, les bronzes et les ivoires anciennes, bien sûr, de l'herbe. Oui, l'herbe. Au Japon, entre 1600 batailles de Shikigawa et la restauration de Meiji de 1868, le Japon est sous le shogunat Tokugawa et sa capitale était alors Edo. Vous semblez très nouvelle. Ah oui, j'apprécie énormément cet art. Mais que faites-vous là? Et Frucy, que faites-vous là? Je veux tout vous expliquer. Oh bah par ordre, je vous écoutiez à la porte. Expliquez, Georges, je ne demande que cela. Oui, c'est vrai, Georges, expliquez-vous. Que fait Roland caché derrière le rideau? Et monsieur et Frucy dans la salle à manger? Nos invités arrivent. J'ignorais que certains passaient par les communs. Certains, visiblement, oui. Ça ira. Allez, arrivez. Tenez, c'est là ma femme de chambre. Tenez, c'est là ma femme de chambre. Jeune homme, merci, très cher. Nadejda, très cher, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous arrivez à point nommé. Avez-vous bon voyage? En tout point parfait. Laissez-moi vous présenter monsieur Charles Fussy. Et Fussy de ça. Que sa réputation de collectionneur et critique d'art assez d'appareil. Et vous êtes compatriote? Prenez la tête. On se le demande. Et vous finissez, Georges. Madame Volbeck était aussi une directrice des arts. Elle se tient depuis longtemps. Ce célèbre compositeur russe. Kirill Félix Tchaïkovski. Tchaïkovski, c'est formidable. J'ai entendu parler sur la décennie. Vous allez pouvoir me dire sur quoi travaille le maestro actuellement. Justement, il cherche un sujet pour un nouveau ballet. Et sa femme de chambre se sont égarées du côté du quartier du personnel. Bien, envoyez-les au perron de l'air et filez avant qu'on vous voie ici. Oh, mais monsieur, je veux qu'elles ne veulent rien entendre. Les voici en chemin. Eh bien, trouvent leur chemin par les communs et finiront par arriver ici, ce qui vaut mieux pour vous que vous, dans ce salon de pareille tenue. Certainement, très cher. Je vais voir ça avec Georges. Parfait. Ah, monsieur Georges, très bien. Je viens d'apprendre que le marquis de Torre Alfina serait en retard. Nous pouvons adapter le plan, madame. Non, Georges. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Monsieur Efrucy va probablement se rendre. Il doit livrer ce soir un grand colis. Vous ne l'avez pas vu? Non, madame, non. Il m'a dit qu'il passerait par l'office. Qui ça, le colis? Non, Georges, voyons, pas le colis. Monsieur Efrucy. Nous pourrions installer dans moins de mois. Si je prends la place de monsieur Marquis, il sera à droite de madame.